plusieurs étudiants, va donc nous présenter le semestre de formation qui a été mis en place autour des questions de prise en compte de la transition écologique à l'INP de Grenoble, en commun aux différentes écoles de l'Institut Polytechnique. Et comme vous avez pu voir, on enregistre le webinaire, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas pu se libérer de le suivre. Et puis, comme il y a aussi un article en préparation sur l'innovation pédagogique, on fera référence au webinaire et ça permettra comme ça aux personnes un petit peu d'avoir ce retour d'expérience que va nous présenter Aurélie et ses collègues. Donc, Jean-Marie peut dire peut-être deux mots un petit peu sur le cadre et riposte créative pédagogique qui accueille ce webinaire. Alors, Riposte créative pédagogique, merci Michel, c'est une initiative qu'on a lancée avec Michel et quelques autres il y a un an en gros, un an ou 2 ans, je ne sais plus, enfin après le premier confinement, en se disant qu'on avait envie on se posait plusieurs questions de l'après, des changements pédagogiques impactés par ces questions d'hybridation et puis par ces questions d'ouverture, parce que il nous semble qu'en temps de crise, la question, c'est effectivement de partager et de s'ouvrir pour pouvoir être plus efficace. Et donc, depuis maintenant 6 mois, on se pose plus de questions autour de la transition écologique et sociétale, puisque c'est un sujet qui est important et qui, de notre point de vue, vient complètement de manière logique suite à tout ça et à ce qui se passe en ce moment. Donc, on est très content d'accueillir Aurélie et ses collègues. Merci. Donc, Aurélie, à toi donc, pour une présentation, environ 20 à 30 minutes. Et puis ensuite, peut-être qu'on donnera aussi la parole aux étudiants qui nous ont fait le plaisir de participer à ce webinaire. À toi, Aurélie. Merci. Du coup, je vous partage mon écran. Là, normalement, vous devriez le voir. Et je vais essayer d'avoir un peu plus tout le monde quand même face à moi, parce que ça, j'aime bien quand même voir à qui je parle. Et puis dire que, bah oui, sont avec nous aujourd'hui Fanny Poinsot, qui est co-responsable de ce semestre, Jérémy Edieu, qui est intervenu dans le semestre pour notamment les cours de gestion de projet. Et puis des étudiants, il y a Marie Mackenzie qui est là et Jean Adam notamment qui ont participé comme étudiants. Donc ils pourront aussi répondre aux questions après si vous en avez. Donc très rapidement, ce semestre donc, qui s'appelle Piste pour une ingénierie sobre, techno et éco-responsable. C'est un semestre qui est ouvert à toutes les étudiantes et les étudiants de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, c'est-à-dire qu'il y a 6 écoles d'ingénieurs et l'IAE, donc l'Institut d'administration et Polytech. On n'avait pas d'étudiants de l'IAE cette année-ci et on voit qu'on avait une forte majorité d'étudiants de l'école qui portent ce semestre, notamment pour des questions de communication, mais aussi à mon avis, c'est une hypothèse de proximité parce que l'école qui porte ce semestre fait partie des écoles les plus enclines, je veux dire, à poser ces questions-là de manière générale dans leurs cours. Ils ont déjà d'autres cours qui portent là-dessus. Voilà. Alors, dans la présentation, j'ai mis quelques extraits des verbatims qui sont issus des questionnaires que les étudiantes et étudiants ont remplis à la fin de ce semestre. On leur avait fait un super méga long questionnaire. Sur les 28 étudiants, il y en a 25 qui ont pris le temps de le compléter de façon sérieuse. Et donc, voilà, j'ai pris quelques verbatims que je trouvais intéressants qui illustrent bien ce qui semble s'être passé pour une grande partie des étudiants de ce semestre. Donc, on voit notamment découverte de nouvelles personnes qui me ressemblent plus au niveau de mes convictions que dans mon école initiale. Ça fait partie des choses que les étudiantes et étudiants ont découvert. C'est se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à se poser ces questions-là. Et puis, ça leur a fait du bien aussi de partager leur questionnement.
mon regard sur le métier d'ingénieur a changé. Et se dire qu'en fait, on peut casser les codes et être ingénieur quand même. On a le droit d'être ingénieur autrement aujourd'hui. Ça marche quand même. Voilà, j'ai eu un déclic en me disant que je choisirais pourquoi je travaille et ne pas subir un emploi d'ingénieur classique en entreprise qui ne me correspond pas totalement. Donc finalement, visiblement, ce semestre a permis en tout cas à certaines ou certains de trouver une autre manière de devenir ingénieur. C'est un semestre à choix, une formation donc, qui est orientée autour des compétences associées à la transition avec une vision systémique. Donc, il y a des questions, je vais dire, inhabituelles pour des formations d'ingénieurs. Donc, ce n'était pas que de la technologie d'ingénieur. Il y avait aussi des questions sociales qui ont été mises sur le tapis. Un peu de philosophie et de politique, mais pas suffisamment au goût des étudiants. Un peu de sociologie, enfin voilà. Et puis des outils méthodologiques, notamment des analyses de cycle de vie, bilan carbone et des choses comme ça qui sont intéressantes pour les formations d'ingénieurs, mais aussi pour aborder ces questions-là, des méthodes. Je vais retomber sur mes, sur mes mots. Excusez-moi. Je vais revenir là-dessus juste après, parce que là, je perds mes mots. Bref, des méthodes plus générales pour aborder les questions de transition. Ensuite, donc une co-construction du semestre, c'est-à-dire que dès le départ, quand ce semestre a été construit il y a un peu plus d'1 an, il est parti en fait des questions qui étaient posées par les étudiants. Ils voulaient vraiment construire, avoir une formation sur les questions de transition. Et tout au long du semestre, il y a eu une place qui a été vraiment importante pour les étudiants. Notamment dans les cours, les enseignants ont eu pour la plupart une vision assez horizontale des apports, c'est-à-dire que les étudiants parfois en savaient presque plus que les enseignants et ils pouvaient apporter en tout cas leur regard et ce que eux savaient sur les questions de transition. Et enfin, une pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un projet fil rouge qui prend une forte part dans le semestre, à un point que les cours sont construits autour du projet pour le nourrir au fur et à mesure. Les projets sont réalisés en équipe de 5 environ et sont des projets concrets qui sont portés par des associations, des entreprises, des laboratoires, des collectivités. Voilà. Et du coup, les évaluations des apprentissages se font par unité d'enseignement, mais on leur demande en fait quels sont les apports des unités d'enseignement pour leur projet. Donc, c'est à eux de faire le lien et de dire qu'est-ce qu'ils retiennent en fait des cours qu'ils ont eus, qu'est-ce qu'ils ont trouvé vraiment pertinent pour leur projet ou pour un projet de transition en général. Et enfin, on se dit que ce serait une source d'inspiration pour d'autres formations. C'est très demandé d'aborder ces questions de transition dans le cursus de façon plus intégrée. Et à nouveau, je vous montre quelques verbatim donc, qui sont issus de ces questionnaires. Voilà. On leur a vraiment proposé quelque chose de différent et ça a été apprécié et ils avaient vraiment besoin de ça. Dans les acquis d'apprentissage, donc, il était voulu qu'ils identifient, analysent et traduisent un besoin qui était donc celui qui était énoncé par la structure qui portait le projet. Ils devaient identifier, expliciter l'état de l'art et puis l'analyser et le questionner pour le remettre dans une perspective systémique. Ils devaient ensuite proposer un cahier des charges qui prenait en compte les impacts et contraintes sociales et environnementales, proposer une solution stratégie sobre appropriée aux besoins.
et mettre en place des démarches de co-construction avec les utilisateurs potentiels et les demandeurs. Et enfin, documenter le tout dans une démarche de science ouverte. Ça, c'est quelque chose qui a été, autant la sobriété que la science ouverte faisait vraiment partie des fils conducteurs du semestre. Ça paraît vraiment important pour aborder les questions de transition. Et enfin, évidemment, mesurer l'impact social et environnemental de la réponse proposée. Et voilà, donc quelques outils qui les ont marqués et aussi des compétences donc, en sciences humaines et sociales qui trouvent vraiment importantes. Ils ont perçu l'importance de ces outils et méthodes-là aussi pour conduire des projets de transition. Enfin, donc, on a commencé le semestre par une semaine d'intégration qui a vraiment permis de construire un cadre pour créer la cohésion du groupe et le climat qu'on a essayé de faire perdurer tout au long du semestre. Vous verrez qu'il y a encore un petit peu de travail par rapport à ça. Ils étaient pendant une semaine au Fab Lab, ils ont dû construire des fours solaires en équipe et à la fin de la semaine, ils ont cuisiné un repas pour lequel ils avaient choisi ensemble les recettes et ce repas était partagé avec les enseignants et l'ensemble de la promotion. La documentation qui a été produite dans la construction de ces fours solaires était partagée entre les équipes. Donc, ce n'était pas chaque équipe qui faisait sa documentation, mais c'était une documentation complètement partagée. Un cadre de bienveillance et de responsabilité collective a été mis en place, ainsi que des outils de gouvernance partagés. En gros, les étudiants sont complètement satisfaits de cette semaine d'intégration. Ça a été vraiment un moment très fort du semestre. Ils estiment pour la plupart que le cadre a pu perdurer tout au long du semestre, mais vous voyez qu'il y a un petit taux de désaccord. Là, on a encore un petit peu de travail à faire au sein de l'équipe pédagogique qui n'a pas participé, toute l'équipe pédagogique n'a pas participé à cette première semaine et ce serait sans doute trop d'investissement pour toute l'équipe, mais il y a en tout cas quelque chose qu'on doit faire passer par rapport à ça. Et ensuite, les outils de gouvernance partagée donc, ont été réutilisés pour la plupart par le groupe dans le semestre, notamment quand il a fallu gérer des situations délicates, ils ont réutilisé ces outils-là. Alors, on avait une promotion avec un profil un petit peu particulier. On ne sait pas si ça va continuer, voilà, si les candidats pour participer à ce semestre auront toujours ce type de profil. Mais bon, voilà, il y avait une grosse majorité qui avait déjà participé à la fresque du climat, un fort pourcentage qui était animateur de la fresque du climat et un pourcentage aussi non négligeable qui avait participé à la fresque du numérique. Donc, on voit qu'ils étaient déjà bien sensibilisés à ces questions-là. Il y en a presque les 2/3 qui avaient fait une année de césure, ce qui n'est pas un profil complètement habituel dans nos écoles. Et enfin, quasi la totalité avait fait des choix dans sa vie personnelle avant le début du semestre en lien avec les questions liées à la transition et au changement climatique. Et donc, on voit qu'en tout cas, ils étaient déjà bien sensibilisés à ces questions-là, quoi. Voilà, les retombées pour cette première année, donc, comme je le disais, on voit que la plupart est parvenue à trouver une vision du métier d'ingénieur qui lui correspond aujourd'hui. Voilà, ça a été un tournant, en tout cas un point d'étape qui leur a permis de voir les choses autrement. Quelqu'un a noté donc, la rencontre avec des gens investis et l'écoute de leurs récits. Il citait aussi ses compagnons de promo m'ont permis de réaliser qu'il était possible de mettre en place des projets de transition écologique et sociale. Clairement, le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes des questions que ces étudiantes et étudiants se posent, ça les aide vraiment à s'imaginer dans un futur d'ingénieur. Ensuite, donc, les perspectives pour l'an prochain, donc, dans la semaine d'intégration, notamment lorsque
alors je ne sais pas si ce sera de nouveau des cuiseurs solaires, mais en tout cas, les étudiantes se sont tout de suite dit, étudiantes et étudiants se sont tout de suite dit que ce serait chouette de proposer le repas partagé à un public beaucoup plus large que celui directement concerné par le semestre, ne fût-ce qu'aux autres personnes de l'école, même les personnels administratifs aussi, et puis ça pourrait aussi être l'occasion d'une ouverture sur la société civile, et donc pourquoi pas demander à d'autres personnes qui sont à Grenoble à ce moment-là de venir partager ce temps-là. De nouveau, une initiative des étudiantes et étudiants, et de toute façon, si ce n'est pas porté par eux, ça ne fonctionnera pas, mais voilà, de mettre en place un dispositif alumni. Et puis, pour l'équipe pédagogique, on a un petit travail à faire sur le partage des prérequis. Il y a eu quelques redondances, surtout sur la première UE, et puis sur les UE 2 et 3, donc, qui concernaient les outils et méthodes. On va faire sans doute quelque chose d'un petit peu plus cohérent. On a un petit peu de travail à ce niveau-là. Et enfin, donc, mettre un cadre un petit peu plus clair, un peu plus explicite sur les liens entre chaque cours, les apprentissages visés, bien rappeler les attentes pédagogiques et l'existence des grilles d'évaluation, et enfin faire des entraînements, notamment par jeu de rôle, aux évaluations des apprentissages, qui sont vraiment un exercice nouveau et compliqué pour les étudiantes et étudiants, parce que c'est pas du tout habituel de se poser la question de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a été utile pour moi, comment ça s'est passé, etc. Voilà. Et enfin, un travail aussi sans doute de recadrage des projets pour s'assurer que chaque membre de l'équipe passe par des apprentissages qui seraient considérés comme incontournables pour le semestre. C'est toujours une des limites des pédagogies par projet, c'est de se dire on veut absolument réaliser le projet et on peut éventuellement en oublier les apprentissages ou en tout cas pas vérifier que tous les étudiants et étudiantes passent par les apprentissages cibles. Et donc là, on voit que certains apprentissages n'ont pas été réalisés par tout le monde. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu recadrer les choses. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous propose juste de répondre à vos questions, si vous en avez, vos commentaires, etc. Et puis, avec moi, donc Fanny, co-responsable du semestre, Jérémy, intervenant, Louis, Jean et Axel et Marie, étudiantes et étudiants de cette promo-ci, qui pourront aussi vous donner leur avis sur tout ça. Peut-être avant de passer aux questions, est-ce qu'on peut donner la parole justement aux étudiants qui sont là, et chacun peut dire un peu, deux mots un peu sur pourquoi il a choisi cette formation, ce qu'elle lui a apporté, et puis troisième question aussi, quel stage il fait et est-ce que le stage est en lien avec la formation. Donc si les trois étudiants qui sont là, s'ils veulent bien prendre la parole. Je peux y aller si vous voulez. Du coup, moi, si j'avais fait piste, c'est parce que en fait, j'étais venue notamment à l'NCCube, donc avec le mot environnement à l'intérieur, et j'ai pas trop trouvé mon compte. Alors, est-ce que c'est parce que je faisais partie de la formation en apprentissage? Je sais pas. Mais en tout cas, je m'y retrouvais pas et j'avais pas l'impression d'être légitime dans tout ce qui était mes engagements associatifs. J'arrivais pas forcément à les valoriser, à mettre en accord mes valeurs et mon travail. Enfin, c'était une grosse dissonance cognitive. Et du coup, j'ai choisi piste, j'ai fait piste et je suis retournée dans mon entreprise d'alternance où je suis actuellement. Donc moi, pour le coup, c'était pas un sujet en rapport avec piste, mais je suis en train d'essayer de trouver des missions par-ci, par-là. Par exemple, c'est moi qui prends en charge le bilan carbone de 2022 de mon entreprise et je vais essayer, suite à ça, de faire éventuellement de la performance énergétique au sein de l'entreprise, puisque c'est un sujet sur lequel je pense on a beaucoup à faire. Voilà. Jean, peut-être? Alors moi, pour un peu les mêmes raisons que Marie, j'ai décidé de faire piste. J'ai fait, au niveau de mon profil, j'ai fait donc filière HE à l'NCQ et une année de césure. Donc je suis dans
la part du camembert la plus grosse qu'on a vue au début. Et alors moi, en fait, c'est un peu les mêmes raisons que Marie, mais j'étais pas pour autant en alternance. Donc même au parcours étudiant, j'ai pas trouvé mon compte dans les problématiques écologiques qui étaient évoquées en cours. Et là, aujourd'hui, je suis en stage à PACT, qui est un laboratoire de sciences sociales à Grenoble, où je suis en charge de mettre en place une transition écologique, donc bien dans le thème du semestre que je viens de suivre. Et donc, à travers des outils que j'ai appris pendant le semestre, notamment bilan carbone, je vais commencer par ça et ensuite aller vers une transition aussi, comment impliquer les personnels, comment mettre en place une charte pour diminuer ces émissions-là et respecter des objectifs qui sont à respecter. Et puis intégrer, je pense, cette vision systémique nous a appris piste, intégrer aussi d'autres dimensions de qualité de vie au travail, de ce que ça veut dire de réduire ses émissions, vraiment au niveau pratique. Enfin voilà, il y a je pense utiliser ces outils-là de manière très différente après être passé par piste que si je ne l'avais pas fait. Voilà. Merci. Axel, peut-être? Alors oui, bonjour. Du coup, moi, j'étais de l'ENSECUB aussi, filière SEM, donc système énergétique et marché. J'ai fait une césure aussi avant de rentrer dans la filière piste. Et j'avais choisi cette filière parce que pendant ma césure, je me suis posé pas mal de questions sur la filière SEM, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et j'avais travaillé dans une asso de low-tech. Et j'avais fait aussi un projet low-tech en fin de deuxième année. Et donc, du coup, cette filière, elle m'apportait vraiment beaucoup de continuité dans ce que j'avais pu faire avant. Et donc, c'était très intéressant. Et là, en stage actuellement, donc, je suis dans une entreprise de conseil. Et donc, on fait du conseil, de l'accompagnement de collectivités dans leur transition écologique. Donc, je travaille principalement sur l'accompagnement pour la mise en place de plans climat, air, énergie territoriale, ce genre de choses. Et je travaille aussi dans l'analyse environnementale, enfin, l'impact environnemental des budgets des collectivités, et donc comment gérer ça et prendre en compte plus l'impact environnemental dans le choix des finances des collectivités. Et je pense que PIS, ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout sur toutes les données autour du changement climatique. Et ça m'a aussi fait, je pense, changer ma mentalité et me poser beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire. Je pense que ça a beaucoup changé grâce à cette filière. Donc, c'était vraiment une filière super intéressante. Merci. On peut peut-être donner la parole aussi aux enseignants qui participent à ce webinaire. Excusez-moi, il reste Louis encore comme étudiant. Oh, je ne sais pas s'il veut prendre la parole, mais en tout cas, non, bien sûr. il parle. Louis, bien sûr. Excuse-moi, j'ai la liste devant les yeux et je ne reprends pas tout le monde et je ne vous connais pas. Toi. Pas de problème. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Ok. J'ai pas tout suivi, désolé, je suis arrivé en retard. Juste pour dire donc, pourquoi j'ai pris piste, donc j'ai fait également une césure et du coup j'ai fait 9 mois de service civique dans un parc naturel régional. J'ai travaillé sur la transition énergétique et sociétale et principalement sur ce qu'on appelle les tiers-lieux de transition, donc en fait des lieux un peu particuliers dans des communes, des communautés de communes qui permettent d'engager des transitions écologiques à un niveau territorial. Et suite à ça, je m'interrogeais sur la formation que je pouvais avoir pour me donner plus de clés pour travailler dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai choisi PIST. Et j'ai aussi fait en parallèle le double diplôme à Sciences Po à Grenoble sur les transitions écologiques, donc comment mettre en place des projets de transition écologique. Je crois que la deuxième question, c'était ce que ça nous a apporté, c'est ça? Oui. Ok. Moi, principalement, je dirais que ça m'a apporté ça a consolidé en fait des connaissances éparses que j'ai pu acquérir avant en m'intéressant à l'écologie de manière générale par une filière ingénieur. Et d'autre part, ça a pu élargir justement les compétences que j'ai pas pu acquérir par moi-même, notamment en sociaux, en expérience utilisateur, en sciences politiques. Donc, ça m'a apporté une complémentarité de ces compétences-là et des clés hyper concrètes. Donc là, je crois que Jean en a parlé de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie pour vraiment mettre en application des mesures dans mon travail et trouver un travail qui permet de travailler dans la transition écologique.
Et donc là, je suis en stage à la métropole de Grenoble et je travaille sur l'évaluation des politiques de rénovation énergétique des maisons individuelles et des entreprises du bassin grenoblois pour voir quel a été l'impact en termes d'économie d'énergie et de CO2 de ces rénovations au cours des 5-6 dernières années. Merci à tous les quatre. Je dois dire que c'est la première fois dans un des webinaires de Riposte qu'on a autant d'étudiants présents. Et donc, c'est, je pense, un très bon signe de votre intérêt et de votre motivation. Fanny et Jérémy, peut-être maintenant, du côté enseignant. Tu es Ouais. Pardon. Bah oui, moi je veux bien prendre la parole. Alors moi j'ai un rôle peut-être un tout petit peu spécial dans le semestre parce que j'ai participé à sa mise en place et j'en suis co-responsable. Par contre, j'y enseigne très peu. Donc j'ai beaucoup accompagné les étudiants. Je suis venue voir, j'ai co-animé les projets, mais je suis pas spécialiste du domaine, donc j'enseignais pas en tant que tel. Alors moi, je voudrais insister d'abord sur le fait que monter un semestre du début, surtout sur ces thématiques-là, c'est quand même quelque chose d'absolument génial. C'est un espace de liberté chouette et on s'en est emparé et on avait une forte envie avec Aurélie, avec l'autre co-responsable, de faire quelque chose qui soit vraiment, enfin pour moi, à trois voies, c'est-à-dire il y avait une envie enseignante et on a réussi à créer une équipe enseignante, ce qui n'est pas toujours le cas sur un projet pédagogique. Des fois, on a des enseignants qui interviennent, mais là, il y a vraiment un esprit d'équipe et on les a réunis plusieurs fois et c'était chouette. Il y a des étudiants qui sont fortement investis de cette promo, mais aussi des gens d'avant qui ont quitté les écoles, mais qui sont investis dans qu'est-ce que vous voudriez. Et puis, moi, je me place à un niveau très humble de dire, jusque-là, quand même, ma génération n'a pas prouvé qu'on était très, très fort pour faire de la transition écologique. Donc, si on ne le construit pas avec les étudiants pour penser quelque chose de nouveau, en fait, on passe à côté de la cible. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et puis, on a aussi associé le reste du monde, c'est-à-dire, en gros, le milieu associatif, le milieu industriel et la recherche, alors qui est encore pour l'instant un peu en retrait, mais les laboratoires vont rentrer dans par exemple, les gens qui vont proposer des projets dès l'an prochain. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, peut-être sur le lien avec les entreprises, on est en train de travailler avec les entreprises pour quand on monte une nouvelle formation comme ça, ça me semble important de travailler avec les entreprises pour que nos étudiants qui sortent de cette promo-là puissent trouver des débouchés et donc d'imaginer avec eux quels seront les nouveaux métiers auxquels les étudiants pistes peuvent répondre. Et on est en train de faire ce travail-là et j'avoue que je suis assez surprise que les industriels soient aussi intéressés par ce travail. Et puis une dernière chose, parce que j'ai dû le rater dans la présentation d'Aurélie, moi je suis assez fière de ce qu'on a mis en place sur l'évaluation. Je ne sais pas si tu l'avais dit beaucoup Aurélie, mais juste, ouais, vas-y, t'en as, non. Donc sur l'évaluation, dans ce semestre, donc vous avez compris, il y avait un projet central, c'était l'objectif, et puis on avait plein de petits cours, et la question était comment on évalue tous ces cours-là. Alors les étudiants pourront témoigner, mais on avait proposé, au lieu de faire de l'évaluation par intervenant et par cours, on avait proposé une évaluation globale par UE sur un oral et un écrit de réflexion un peu type compétences sur quels sont les acquis d'apprentissage qui vont vous servir dans votre vie pour un projet, pour votre projet professionnel, etc. Donc les étudiants avaient en permanence cette question-là en tête et puis avaient un écrit à produire et un oral à discuter avec un des intervenants là-dessus sur l'ensemble des enseignements de l'UE. Et il y a encore des choses à améliorer sur à la fois former les enseignants à ça et former les étudiants à ça, mais moi je trouvais que cette vision un peu transverse de, en fait, j'apprends des choses, mais ça va me servir à quoi? Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, et je remercie la promo parce que c'était quand même une super promo. Merci Fanny. J'ajoute pour compléter ce que Fanny vient de dire au niveau pédagogique, enfin peut-être j'ai pas été assez claire là-dessus, mais c'est vrai que donc les cours sont proposés en 3 unités d'enseignement. Il n'y a que 3 unités d'enseignement pour tout le semestre. Dans les cours aussi, les enseignants faisaient des liens avec les projets et parfois consacraient du temps au lien avec le projet. Donc, c'était vraiment construit en cohérence par rapport à ça. Ouais. Jérémy, si tu veux compléter? Yes, je sais pas trop comment compléter. Donc, moi, j'ai rejoint l'équipe pédagogique un peu sur le tard. Je pense que je peux, témoigner du côté qu'on a un peu bricolé aussi le semestre au cours de l'eau. Voilà, on en a
ça a été des sujets de discussion avec les étudiants. Et puis moi, en études des organisations, là, pour le coup, côté recherche, je m'inscris dans un courant qui travaille beaucoup sur les transitions et les pédagogies un peu innovantes. Donc, en fait, on voit c'est les collègues pragmatistes, comme on dit, en fait, qui parlent de modalités d'enseignement qui sont plus en prise avec le terrain, qui, qui développent des choses, quoi, qui phosphorent sur des méthodes pédagogiques. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de tester des choses, voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction des séances. Donc, c'est l'occasion de développer, quoi. Voilà. Après, Et je sais pas trop quoi dire de plus. Ah oui, et en fait, du coup, l'approche, l'idée, c'était de partir, en fait, du coup, moi, mon apport, c'était comme vous l'a dit Aurélie, je crois, c'était plutôt côté gestion de projet. Mais le pari, le pari que j'ai fait, mais qui est aussi, enfin, bref, c'est que en fait, en tant qu'élève ingénieur, ils ont déjà reçu des cours de gestion de projet, pilotage, conduite de projet qu'ils ont reçus par ailleurs, qui s'inscrivent dans un cadre qui est euh, cartésien, si on dit les choses comme ça. Mais c'est vrai que la démarche conduite des transitions, ainsi de suite, implique plus généralement un cadre plutôt pragmatiste, quoi, qui est un cadre anti-cartésien et du coup implique d'avoir une réflexion enracinée dans l'action, quoi, qui est un peu autre chose et qui est, enfin voilà, qui envoie des cadres après. Tout l'enjeu, c'est de réussir à rabibocher des cadres très conceptuels avec des ateliers très pratiques en situation avec les élèves, quoi. Et côté un peu des enseignants des différentes écoles de l'INP, quel écho ça peut avoir? Est-ce que ça donne envie à d'autres de s'y mettre? Oui. Non, moi, je rejoins complètement Aurélie sur le fait que, enfin, je pense qu'on est tombé la bonne année. Il y a une vraie demande autour de ces formations-là, très globalement, à la fois des étudiants et des enseignants. Et donc, ça, c'était un premier essai. Et c'est la première fois que ça se concrétise, à Grenoble en tout cas, avec l'ampleur d'un semestre entier consacré à ça. Et du coup, on est en lien avec énormément de collègues, soit qui souhaitent essayer des choses dans le semestre, soit qui souhaitent monter le même genre de choses. Il devrait y avoir un projet dans une autre école avec une autre coloration que piste. Mais oui, oui, il y a en tout cas un fort intérêt. Il y avait pas mal d'inquiétudes au départ sur est-ce que ce sera quand même un vrai semestre ingénieur, est-ce qu'on peut parler de transition et former quand même des ingénieurs à faire des choses en entreprise, etc. J'ai l'impression qu'on a réussi à transformer ça en une réponse positive. Donc là, l'interrogation est plutôt, mais au fait, qu'est-ce que vous y faites? Comment vous faites ça? Et donc, c'est plutôt chouette. Merci. On vous passe la parole si vous avez des questions maintenant du point de vue des autres collègues d'autres écoles qui ont suivi ce webinaire. Moi, je vais bien poser une question à l'équipe. Donc, moi, j'accompagne CYTech, l'école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise, et on aborde la transition au travers de l'approche par projet. Donc, je vois beaucoup de similitudes avec ce que vous avez fait. Alors, nous, on a surtout travaillé le cycle pré-Inge en association avec le campus de la transition. Et moi, je voulais vous questionner sur comment vous êtes arrivé à définir les compétences de l'ingénieur en matière de transition. C'est un gros sujet. Moi, je travaille surtout au sein du pôle Humanité Design. Hein, donc, comme indique le nom, on est sur le pendant humanité. Et sur l'approche du projet, c'est une vraie complexité de faire. Alors, on a commencé à évoluer vers l'approche par compétences, de définir un socle commun sur lequel on s'accorde pour engager les étudiants et les évaluer, parce que c'est quand même la finalité de compétences transition pour l'ingénieur. Comment vous avez itéré là-dessus? Je vais laisser Fanny répondre là-dessus, mais juste avant de laisser Fanny répondre, je veux me permettre de faire une référence au rapport dit Jean Jouzel, qui est le rapport au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui porte sur ces questions-là. Apparemment, il y a un référentiel qui est en cours d'élaboration au niveau européen, donc j'imagine que ça nous donnera aussi des billes par rapport à ça. Et je laisse Fanny répondre, je compléterai si.
Alors, je veux bien donner des éléments de réponse. Pour nous, il y avait plusieurs enjeux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai parlé d'évaluation, je n'ai pas parlé en termes de compétences, j'ai parlé en termes d'acquis d'apprentissage. On a joué, on s'est décalé un tout petit peu de l'approche compétences, même si les écoles de l'INP s'y insèrent. Alors, je fais juste un tout petit point d'historique, parce que ce point d'historique, il est important. À l'INP, on est aussi dans l'approche compétences depuis quelques années pour certaines écoles et depuis très récemment pour les autres. Donc, il y a 8 écoles en tout. Pour nous, il y avait un enjeu de ne pas perturber cette approche compétences. C'est un semestre ouvert à l'ensemble de l'INP, et donc il fallait que ça s'inscrive dans les compétences des écoles. Donc, on a la chance, le problème, je ne sais pas, enfin, on voit ça comme on veut, d'avoir une compétence commune qui s'appelle agir en professionnel responsable et acteur des transitions. Du coup, l'approche transition du semestre s'inscrivait là-dedans. Pour le reste, on a choisi des acquis d'apprentissage beaucoup plus systémiques et de rester quand même avec une approche ingénieure, c'est-à-dire avec des outils et des méthodes. Et si on regarde les compétences écoles, je pense que chacun des étudiants peut se reconnaître. On a des compétences écoles qui sont autour de résoudre un problème complexe, par exemple, alors qu'ils sont déclinés suivant les écoles en fonction des approches thématiques, parce que chaque école est spécifique, mais n'empêche que ça, c'était quelque chose sur lequel on a rebondi. Mais donc, pour répondre à la question, on est par ailleurs à Grenoble INP partie prenante de pas mal de réflexions dans des projets européens et puis en interne sur les compétences de la transition. Mais c'est plutôt parallèle, et nous, on a dit, bah, tant pis, on n'a pas encore le référentiel complet, on se lance. De toute façon, c'est un dernier semestre de 3e année. Donc, les étudiants, ils ont déjà connaissance, pour la plupart, de cette approche compétence dans leurs écoles, et on ne veut pas se mettre en concurrence avec ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Merci. Il y avait Eric Cousin qui a levé la main, je crois. Si tu veux poser une question, Eric. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée très très enthousiasmante, on va dire. Il y a beaucoup de choses, donc ça lève beaucoup de questions. Donc j'ai des questions déjà très concrètes et pratiques. Donc si j'ai compris que c'était la première fois que vous jouiez ce semestre, je voulais savoir combien il y avait d'élèves. 28. 28. Ah, donc j'avais loupé cette information, pardon. Si je peux juste me permettre, 28 parce qu'on était limité à 25 et qu'on en a fait 3 de plus, mais sinon on aimerait bien augmenter, c'est des questions budgétaires qui font qu'on n'en a pas plus. D'accord, mais en termes de... Pour la première fois qu'on fait un truc comme ça, on imagine bien qu'on ne peut pas accueillir non plus trop d'un coup. Parce que, bon, oui, mais vous aimez le risque. On n'avait pas beaucoup d'élèves juste sur un module et on a dit non, nous on va faire beaucoup d'élèves tout de suite sur un semestre. Ok. Comment ça va se passer pour l'an prochain? Donc, vous avez évoqué la contribution des élèves à la construction du contenu. Est-ce qu'on considère, enfin, est-ce que vous considérez plutôt que l'année prochaine, ça va être la réplication avec les améliorations que vous avez évoquées là, mais la réplication de ce qui s'est fait, ou est-ce que les élèves vont encore avoir un rôle à jouer dans la définition du contenu chaque année? Et en particulier, le projet construire un four solaire, est-ce que c'est quelque chose qui va changer tous les ans ou... Et juste peut-être, si tu me permets, Eric, une petite question complémentaire. Est-ce que, par exemple, les étudiants prennent des notes de cours qui peuvent être enrichies et réutilisées par les étudiants l'année suivante? Est-ce qu'il y a cet aspect aussi de co-construction et de co-élaboration de savoir? Tu réponds, Fanny, ou je réponds? Vas-y, commence, je comprends. Pour répondre en partie sur la co-construction des savoirs, en fait, donc ils ont eu un cours de sciences ouvertes. Ça fait partie des méthodes qui ont été estimées comme utiles pour répondre à des questions de transition. Et dans le cours de sciences ouvertes, il a été question justement de rendre tous les cours, ou en tout cas tout ce qui était possible de rendre diffusable pour l'ensemble de la collectivité. Donc là, effectivement, il y a notamment eu l'idée de partager des notes de cours. Pour répondre à la place des étudiants dans le semestre et la co-construction possible, j'ai l'impression que le cadre qui a été instauré, qui se veut être un cadre
horizontale, c'est-à-dire, bon, on n'aura jamais une horizontalité parfaite entre étudiants et enseignants, on le sait, mais en tout cas de considérer que la voix des étudiants équivaut à une voix d'enseignant. C'est pas parce qu'on est enseignant qu'on en sait plus ou que ce qu'on sait est plus pertinent que ce qu'un étudiant ou une étudiante sait. Et donc, si quelqu'un a quelque chose à apporter, peu importe le statut de cette personne, ce qui est à apporter enrichit la collectivité et enrichit du coup la cohorte de ce nouveau point de vue, de cette nouvelle connaissance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester. Pardon, excuse-moi Aurélie, mais Oui. c'est sous quelle forme du coup que ça se fait? Vous avez des débats, des présentations, des choses Ouais. comme ça? Alors, ouais, je suis pas revenue là-dessus. Peut-être je peux vous partager. Donc, dans les méthodes que les étudiants ont citées dans le tac. Voilà. Donc, on leur a demandé s'ils étaient d'accord qu'une part importante des cours propose des activités autres que l'écoute d'exposés magistraux. Ils ont répondu à 92% que oui, c'était le cas. Ils citent beaucoup des débats, certains organisés de manière spécifique, des discussions ouvertes, des ateliers, et puis un quart cite encore des applications de cours au projet, ateliers manuels, travaux pratiques, interventions extérieures, etc. C'est-à-dire que la parole est vraiment très ouverte. Il y a énormément de lieux où il est possible de discuter, d'échanger sur les concepts qui sont travaillés, qui sont mis sur la table. Et enfin, les étudiantes et étudiants ont aussi proposé de leur propre initiative de nous faire des retours sur le semestre. Et donc, ils ont organisé 2 séances entre eux pour faire des retours. Et puis, ils nous ont fait une séance de retour commun avant même qu'on leur soumette le questionnaire. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on prend en compte après, évidemment, pour construire la suite. Peut-être Fanny, je te laisse continuer. Moi, je veux bien compléter. Après, je veux bien compléter. Je ne sais pas si les étudiants voudront réagir aussi. Je vais me faire un tout petit peu plus négative qu'Aurélie, parce qu'il ne faut pas dire des choses que positives, mais la co-construction, pour moi, elle a vraiment existé avant la mise en place du premier semestre. Ce n'est pas toujours évident de changer les choses en cours de semestre, et ça a été fait. Et c'est aussi, moi, je trouve un reproche à juste titre des étudiants. Des fois, il y a pas mal de choses qui ont bougé parce qu'on a fait venir des gens différents, etc. Et ça, pour eux, ce n'est pas confortable, et ce que je comprends complètement. Donc, il y a des choses qui se modifient en cours de semestre, mais pas, j'allais dire à la marge, je ne sais pas si c'est à la marge, mais en tout cas pas autant qu'on pourrait des fois le souhaiter. Pour répondre à la question de est-ce que ce sera tout le temps la même chose, la réponse est forcément non, parce que les projets vont changer et de façon assez importante. Donc, on va avoir cette année des colorations assez différentes de ce qu'on a eu l'année dernière, enfin l'année prochaine par rapport à l'année dernière. Donc ça devrait faire évoluer le semestre. On a une proposition d'un étudiant qui a fait piste cette année, qui est parti dans une structure et qu'on va rencontrer la semaine prochaine, qui nous propose qui travaille dans une association de formation autour de la transition et qui nous propose de discuter avec lui pour savoir comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce qu'il fait dans son association. Donc, il y a des co-constructions qui vont se faire et qui vont modifier le semestre. Et puis, je voulais encore ajouter 2 choses. On avait prévu cette année des temps d'ateliers pédagogiques qui ont été animés par Aurélie, qui étaient à la fois avisés de former les étudiants au mode d'évaluation, mais aussi de laisser un temps libre pour amener des sujets, proposer des choses et discuter de choses. Alors, il y a eu des temps autour de l'éco-anxiété, il y a eu des temps autour de choses qu'Aurélie avait envie de proposer, mais aussi autour de choses que les étudiants pouvaient proposer. Ça, on va le garder, peut-être le sanctuariser pour que les étudiants puissent proposer des temps dont ils auraient besoin pendant le semestre et qu'on pourrait mettre en place facilement. Et la dernière chose peut-être sur laquelle je voudrais revenir, j'avais pris des notes au fur et à mesure, c'était sur l'horizontalité. Moi, je trouve que c'est quelque chose de difficile, en fait. C'est quelque chose dont on avait vraiment envie. Et on se rend compte au cours du semestre, et là, éventuellement, les étudiants, si vous voulez réagir, moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour, parce que je suis convaincue que pour penser la transition, il faut penser différemment, et que le système, je vous apprends des choses, et puis voilà, ça descend comme ça ne fonctionne pas complètement. Après,
l'horizontalité totale, comme dit Aurélie, c'est pas si évident. Il y a une question d'évaluation à la fin. Il y a quand même une question les enseignants, ils ont une expertise sur de la gestion de projet, sur des choses. Et je trouve que ça a été, enfin pour moi, ça a été difficile de placer la barre entre l'horizontalité que j'aurais voulu, les moments où il faut recadrer des choses. Et je trouve que c'est un exercice pas évident en tant qu'enseignant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'un des 4 étudiants veut compléter les propos de Fanny? Moi, je peux dire un mot rapidement. C'est pas forcément mon sentiment, mais je sais que ça a été partagé. Ça a été un peu mal vécu, même ce décalage entre on est des étudiants et on doit avoir quand même cette position d'apprenant. Et à côté d'avoir... ouais, c'est ça, c'est besoin d'horizontaliser tous nos rapports. Et finalement, comme il y avait certains et certaines intervenants et intervenantes qu'on connaissait de l'extérieur, de pistes, ça a été notamment d'autant plus difficile pour certaines personnes, certaines relations à être horizontales, mais quand même un petit peu apprenante. Enfin, voilà, c'était un petit peu... un peu compliqué. C'est un sentiment partagé, je n'ai pas forcément de solution, mais voilà. Juste que ça risque d'être encore plus difficile l'année prochaine, parce que là, si on est dans des populations très impliquées dans la thématique, et plus vous allez avoir des profils diversifiés et moins impliqués, plus ça risque d'être difficile, ceci dit. Et c'est ça. Quelque part, ce sera de toute façon jamais la même chose parce que ce sera à chaque fois des cohortes différentes et du coup, il se passera quelque chose de différent, ça c'est sûr. Et souvent dans les enseignements par projet à l'IMT Atlantique, du temps où j'étais responsable de formation, les étudiants nous disaient, mais j'ai rien appris si ce n'est à travailler avec d'autres, que je dirais, on est tellement dans un système scolaire descendant pendant 15 ans, 20 ans d'études, que tout d'un coup, arriver dans un système où effectivement il y a plus d'horizontalité, c'est compliqué aussi pour les étudiants. Est-ce qu'un autre étudiant de l'INP veut réagir sur cette question? Alors, moi, je ne suis pas étudiant de l'INP, mais j'ai éventuellement une question, si je peux. Donc, je m'en étais noté plusieurs, mais en fait, entre la présentation et les différentes interventions, elles ont pu être éclaircies. Et excusez-moi, je ne suis pas tout seul. J'avais en particulier une interrogation. Donc, merci beaucoup déjà pour ce webinaire, la présentation de Fanny et la présence des étudiants. Et j'avais une interrogation principale qui est sur le fait que avoir un enseignement sérieux qui prend une formation qui prend sérieusement en compte les impacts sociaux et environnementaux, pour moi, ça implique un certain gap quand même par rapport à la formation initiale des étudiants. Alors, moi, je parle de mon point de vue albigeois. On est une seule école, donc voilà, on n'a pas tout un écosystème de formation non plus. Et, donc, la question est double. Du point de vue des étudiants, le manque de prérequis éventuels ou l'ambition de l'enseignement de ces domaines. Je pense particulièrement au domaine environnemental, qui est très peu, je pense, abordé dans les formations initiales. Et au niveau de la disponibilité de la ressource enseignante, en fait, qui aurait des compétences spécifiques sur ces sujets. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais c'est un peu une interrogation que j'ai et à laquelle on peut se frotter quand on essaie d'introduire les transitions dans nos formations d'ingénieurs technicistes, pour laquelle on a aussi quand même des demandes de la part des étudiants à lui. Peut-être qu'il y a des étudiants qui peuvent répondre sur est-ce que c'était un spectre suffisamment large et est-ce que ça s'appuyait sur les prérequis? Parce que vas-y, Marie. On vient tous les cadres de l'NCCube, donc mais au sein même de l'NCCube, on avait quand même un spectre vachement élargi de formation et du coup, ça rend les prérequis pour pistes assez floues, mais personnellement, je n'ai pas eu de soucis, donc voilà, je laisse la parole aux autres. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
C'était le gap entre la formation initiale technique d'ingénieur et le dernier semestre piste, ou est-ce que c'est le gap entre les attentes technicistes d'un diplôme d'ingénieur et ce qu'on nous apprend en piste? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Non, déjà du point de vue étudiant, effectivement, pour vous qui sortez, bon, on va dire, je pense, j'ai dans l'idée majoritairement d'une formation prépa, sciences un peu dures et justement et aussi enseignement descendant et beaucoup de sciences fondamentales, toujours de mon point de vue. Et effectivement, cette approche socio-environnementale. Enfin, il y a les questions d'écologie qui sont évoquées souvent, et le sujet est tellement vaste que je me demande si, voilà, comment vous avez vécu cette ambition de la formation. Il y a quand même un aspect qui est très technique, comme ça a été présenté avant, sur les outils et méthodes pour l'ingénieur. Donc, il y a vraiment des aspects techniques qui se rapprochent très, très fort de ce qu'on voit en études d'ingénieur classique. Donc là, on n'est pas perdu là-dessus, on reprend nos marques. Après, il y a une ouverture qui est d'un point de vue hyper global et systémique, donc on ne va pas forcément dans la technicité d'autres domaines. En sociologie, on n'a pas vu de concept extrêmement élaboré en sociologie, mais on a une vraie ouverture. Et je pense qu'en 5 mois de formation, on ne peut pas espérer plus que de juste nous donner un attrait pour d'autres disciplines qu'il faut absolument prendre en compte dans nos futurs métiers d'ingénieur. Je pense que, enfin, moi en tout cas, je ne l'ai pas du tout mal vécu et je pense que quand on arrive en piste, ce qu'on nous demande aussi, c'est de se mettre dans une posture d'ouverture et de se rendre compte qu'on va apprendre des choses qui sont décalées par rapport à notre formation. C'est ce qu'on recherche en fait. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je recherchais, donc j'ai été satisfait là-dessus. Jean-Marie, je crois que tu avais peut-être une question ou un complément. Micro. Micro. Merci Michel. Oui, je suis un peu dans le même questionnement. Louis a repris en disant est-ce que c'est une question techniciste? Et effectivement, je me pose toujours cette question techniciste qui est quand on parle de low-tech, est-ce que c'est vraiment du ressort de l'ingénieur ou du ressort on va dire du bricolage, mais avec je sais ce que je dis quand je dis bricolage, ça peut être quelque chose de très de très intéressant. Donc j'avais ce truc techniciste et je le complétais parce que je vois que l'NCCube, là, ça a l'air d'être une école des transitions et du coup je m'étonnais, ce que vous avez tous dit à un moment, c'était au contraire, et là je tombe de l'autre côté, de dire votre école a l'air d'être sur ces questions-là et vous n'avez pas trouvé ce que vous espériez dans votre école des transitions énergétiques, je ne sais plus quoi. Et du coup, est-ce que ça veut dire que la formation, à votre avis, elle devrait s'étendre dans NCCube ou est-ce qu'elle devrait, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte dans NCCube? Est-ce qu'il doit y avoir un impact sur NCCube? Et ou est-ce que vous avez appris d'autres choses auxquelles vous n'aviez pas pensé qui finalement répondaient à d'autres attentes? Donc j'ai deux questions, la question techniciste et la question lien entre les attentes et l'impact que ça pourrait avoir sur la formation NCCube. Vous avez 10 minutes. Est-ce que je peux me permettre un début de réponse et puis après vas-y, Fanny, au contraire. Sauf si les étudiants voulaient réagir avant moi, mais peut-être sur la position de l'NCCube et sur la position du semestre par rapport aux formations NCCube, c'est un semestre dont l'idée a été portée par la directrice de l'NCCube, donc c'est vraiment intégré dans cette voie-là. Le reste de la formation, moi je ne l'ai pas suivi, donc c'est aux étudiants de répondre, mais le reste de la formation, c'est quand même technique sur des sujets spécifiques de l'environnement et ça me fait penser, on a présenté il n'y a pas longtemps aux industriels du conseil de l'école PIST et il y en avait un qui disait oui, mais quand même, quand on veut faire la transition dans nos équipes, il faut des gens hyper pointus, experts de leur domaine pour aller modifier un peu un procédé. Bon, PIST, c'est pas ça. PIST, c'est pas on a un procédé qu'on connaît et on va essayer de le modifier pour qu'il soit plus environnemental. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir, notre objectif, en tout cas mon objectif à moi, c'était d'ouvrir des étudiants à d'autres choses et de façon très large, une autre population, d'autres rapports, d'autres sciences en rentrant la sociologie dans les sciences, etc., pour qu'ils aient d'autres outils pour voir autrement le monde et donc pour voir autrement les problèmes. Et après, on est bien conscient qu'en 6 mois, ils ne seront pas experts de ces domaines-là. Donc,
élément de réponse qui me convient tout à fait, hein. Moi, je vais faire un parallèle qui va être osé, mais quand on avait mis en place il y a longtemps des formations en système embarqué pour des électroniciens, ça rappelle les choses. On est entre l'informaticien, l'électronicien, le mécanicien, et du coup, on fait une forme d'interdisciplinarité qui est plus technique, mais qui est bien dans cette idée d'interdisciplinarité et de ne pas avoir quelqu'un qui soit spécialiste. Donc là, on est dans une autre nature d'interdisciplinarité, c'est évident. Et du coup, si je peux répondre à Mathieu, pardon. Vas-y. Non, juste pour répondre à la question de est-ce que vous avez les forces vives, en fait, la réponse est oui. Et on a la chance à Grenoble d'avoir un terreau assez large, mais c'était principalement pas des étudiants des enseignants de l'ENSECUB. On a été pioché au sein de l'université Grenoble-Alpes dans des thématiques un peu différentes. On a vraiment des spécialistes de plein de domaines. Après, si ce genre de formation se multiplie, eh ben, on va être coincé sur cette spécification enseignante. Par exemple, sur toutes les techniques ACV bilan carbone, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus de demandes parce qu'on n'a pas beaucoup plus de gens en fait. Donc pour répondre à la question, on est arrivé les premiers, donc on a pris ce dont on avait besoin, mais n'empêche que oui, il y a forcément des questions qui se posent sur ces questions-là. Donc il faut former les enseignants. Merci. Et en lien avec, je me permets de rebondir, en lien avec ce sujet, est-ce qu'au niveau des projets fil rouge, vous avez pu trouver des projets qui pouvaient être en lien avec des problématiques industrielles ou portés par des industriels? Et est-ce que vous avez identifié une limite aussi sur la faisabilité de proposer des projets? Là, vous aviez du coup 28 étudiants, donc vous aviez 5 ou 6 groupes, mais je suppose qu'à terme, il va falloir avoir à disposition un vivier de plus en plus important de collectifs, institutions ou industriels qui seront à même de pouvoir porter de telles démarches. Tu veux répondre, Aurélie, ou c'est moi? Je ne sais pas, moi j'ai juste l'impression que ces questions, elles se posent et elles se poseront d'autant plus dans les collectivités, dans les entreprises, etc., donc dans les associations. Donc j'ai l'impression qu'on aura même de plus en plus de demandes plutôt que de moins en moins. Donc ça, j'ai pas l'impression que ça soit un souci. Moi, je voulais rajouter aussi au niveau des apprentissages, j'ai l'impression vraiment qu'un gros apprentissage, c'est vraiment de concevoir le métier d'ingénieur autrement. Par exemple, prendre en compte le besoin au départ et donc pas concevoir quelque chose pour le fait de concevoir, pour innover, etc., mais pour répondre à un besoin, à une utilité et se mettre en lien directement avec les utilisateurs potentiels et donc rentrer dans... il y a eu notamment un cours sur l'expérience utilisateur et donc la prendre en compte et comment on fait pour la prendre en compte, etc. J'ai l'impression que ça fait partie vraiment des apprentissages majeurs de ce semestre et de se dire, ben, OK, il y a être ingénieur et être ingénieur, en fait, c'est juste une autre manière de concevoir le métier où il faut des techniques, mais il faut aussi des méthodes qui peuvent éventuellement être différentes. On peut concevoir les choses autrement, quoi. Tom avait une question, je crois. Oui, non, pardon. Vas-y, à Tom. Finissez, Non, je vous la poserai après, pas de souci. Je voulais juste réagir sur le fait que c'était une vision. Je pense qu'il y a une vraie redéfinition à avoir de la définition de ce que c'est qu'un ingénieur, parce que pour moi, qu'un ingénieur à y prendre le besoin, c'est pas totalement nouveau, et avoir des approches orientées utilisateur. Alors typiquement dans les interfaces machine pour les informaticiens, c'est l'enjeu premier. Donc on le retrouve ailleurs, cette dimension-là, cette compétence-là. Mais j'avais plus l'impression d'une plus grande interdisciplinarité, par contre, qui ressortait plus fortement. On a parlé de sociaux, on a parlé d'autres domaines qui étaient importants. On a parlé de politique sans rentrer dedans tout à l'heure. Enfin, ça fait partie des choses, effectivement, d'avoir aussi une approche globale, une vision systémique, et puis de se dire aussi quelle est finalement la solution la plus sobre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça aussi? Pour moi, ça fait partie aussi des besoins de... Changement des exigences. Parce que, voilà, de se dire, on va revoir peut-être le cahier des charges, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il nous fallait, quoi. Ça marche. Allez, on laisse la parole. Je laisse Tom poser sa question. Bonjour, merci pour la présentation. C'est toujours bien d'avoir des retours des collègues sur ce qu'ils ont mis en place à droite et à gauche.
moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la manière dont vous intégrez les étudiants au sein de la construction de ces différents éléments. Et ça, je pense qu'on pourrait tous le faire un peu plus. On y gagnerait pas mal, je pense. Euh, alors, juste, moi, je travaille en tant qu'enseignant-chercheur à Chambéry, à l'ENSAM, et on a aussi un cursus en troisième année d'ingénieur, sur lequel on leur apporte un maximum d'outils de réflexion et de vision sur tous ces enjeux de soutenabilité. Et du coup, je pense qu'il y a des choses en parallèle qu'on pourrait faire, s'inspirer des uns et des autres. Alors ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est que je suis passé par génie industriel, pas en tant que, pendant ma thèse, notamment, et j'ai enseigné un peu à PIM, et du coup, je me posais la question si c'était un peu la continuité de PIM ou par rapport à tout ça. C'est l'autre point que j'aborde. Puis moi, j'ai fait de l'ACV à génie industriel, du coup, ça me faisait penser aux besoins de force. Je connais un peu les gens là-bas aussi. Puis l'autre point, c'est que je participe, le troisième, du coup, puis je m'arrêterai là, c'est que je participe à un projet qui s'appelle le projet Ethlios. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est porté par l'UTT et par Tatiana Reyes. Et en fait, l'objectif de ce projet, c'est de mettre en place une session de formation pour des enseignants autour de ces enjeux de la transition écologique, notamment, et aussi sociétale. On a un premier test du contenu qu'on a préparé dans le cadre de ce projet, qu'on va faire à l'UTT mercredi et jeudi de cette semaine. Voilà, pour info. Alors, ça sera en présentiel à 3, mais il y a potentiellement d'autres sessions de formation qui vont être faites à l'issue de ça. Et après, tout le contenu que nous, on a produit, on veut le diffuser. L'objectif, c'est vraiment de faire des supports de cours qui soient en open access. Autre point. Et du coup, quand vous parliez d'avoir des cours libres ou en open access, ça fait un peu écho avec ce qu'on veut faire, fortement écho avec ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire. Et du coup, à voir s'il n'y a pas des choses communes à mutualiser. Je peux vous envoyer le programme. Il est à peu près finalisé de notre côté. Voilà, j'ai pas tant de questions que ça, en fait, mais surtout des réactions par rapport à d'autres choses qui se font dans la communauté qu'on partage peut-être des fois pas assez. Ouais. Pour répondre à la question PIM ou pas PIM, c'est un peu un truc d'initié, mais on n'est pas la continuité de PIM, mais il s'avère que le projet a pu se lancer parce que PIM s'est arrêté. Et on se bat assez fort dans l'INP pour faire comprendre qu'on est autre chose et qu'on avait envie de construire autre chose. Et que, voilà. Mais donc, je réponds à la question. Et oui, on a beaucoup d'enseignants qui viennent de génie industriel parce que les compétences, elles sont là, en ACV notamment. Donc voilà, ça fait partie des choses où le directeur de l'école nous dit oui, un peu, mais pas trop quand même. Moi, j'ai besoin de mes profs en interne et c'est normal. Et après, pour moi, super si on peut faire des choses ensemble. Et je veux bien, tu redonnes le nom du projet avec l'UTT. T-du-6 LIOS, L-I-O-S. Et je peux peut-être vous mettre un lien dans la conversation. Ouais, tu mettras dans le pad aussi. Ou dans le pad, ouais. Parce que dans les deux, de toute façon. T'inquiète, on recopiera. Mais et sur l'open access, moi, c'est vrai que... Il y avait Sion qui avait demandé la parole, si tu veux bien. Ouais, c'était juste pour réagir sur l'open access parce que c'est le sujet qui avait été soulevé pour dire qu'effectivement, ça me paraîtrait un sujet qu'on pourrait très fortement ouvrir au-delà d'entre vous deux ou trois et que de permettre éventuellement à d'autres gens et à faire la publicité pour que d'autres gens puissent s'y raccrocher et puissent participer. Donc, c'était juste ça, une proposition. Je laisse la parole à Simon. Merci, Jean-Marie. Moi, j'ai un peu une question, remarque aussi, et c'est par rapport à l'open access, justement. Alors là, de ce que j'entends, il y a vraiment toute une composante science ouverte et aussi diffusion de tous les supports de cours, en tout cas des notes des étudiants, etc. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Parce que pour moi, le low-tech, son ambition, c'est aussi de dépasser le cercle uniquement des ingénieurs, c'est aussi que ça diffuse dans la société. Et est-ce qu'on peut imaginer, sur des formations de ce type-là, une diffusion des connaissances? Alors, je pense aux plateformes, par exemple, WikiHow, ou alors, par exemple, le type Low-Tech Lab aussi, qui diffuse tout un tas de tutos en ligne, et d'avoir, par exemple, le retour des étudiants
sur la fabrication d'un four solaire, à quel endroit c'est un peu technique, à quel endroit c'est un petit peu compliqué ou pas, mais vraiment en ayant vraiment les mains dans le cambouis. Voilà, c'était ça ma réflexion, question, du coup, en même temps. Et juste pour faire écho aussi à la remarque de Jean-Marie, on a été sollicité aussi lors du webinaire sur les low-tech, hein, sur ces questions de sciences ouvertes. Et je pense qu'on a réunion un peu de coordination, c'est ouvert à tout le monde, lundi prochain, c'est ça Jean-Marie, pour Riposte créative pédagogique? Oui, à 17h, même endroit. Enfin, voilà, le lien était dans le dernier courriel. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il suffit de s'inscrire sur un des deux groupes, hybridation, coopération ouverte ou transition en coopération ouverte. Et je pense qu'on va mettre à l'ordre du jour de la réunion lundi l'organisation peut-être d'un webinaire ou d'un atelier, hein, sur cette question des sciences ouvertes et transition. Juste un élément de réponse pour nous. Le master, il a été construit, il y avait une forte implication du Low-Tech Lab Grenoble au départ. Et parmi les enseignants, il y en a au moins 3, je réfléchis s'il y en a plus, mais au moins 3 qui viennent du Low-Tech Lab Grenoble. Et une de leurs envies, c'était aussi de co-construire des tutos, et ils proposent aussi des projets de deuxième année chez nous pour éprouver des tutos low-tech, pour aller comparer des solutions low-tech et puis travailler là-dessus. Et tout ça, c'est en sciences ouvertes et on a pas mal travaillé avec eux. Donc je pense que je suis pas sûre que ce soit hyper efficace pour l'instant parce que ça fait qu'1 an et que les solutions, elles ont été proposées. Il y a eu un wiki proposé par les étudiants avec toutes sortes d'informations, mais de là à le faire connaître, de là à ce que ce soit utilisable par d'autres, etc., c'est encore... voilà, je pense qu'on va tous y travailler, c'est l'objectif en tout cas. Merci. Et donc, on avait aussi un retour, hein, qu'on a publié sur Innovation pédagogique, hein, d'une enseignante de Aix-Marseille qui, chaque année, fait une cérémonie où les étudiants de l'année précédente remettent les cours aux étudiants de l'année à venir, avec justement donc l'idée que d'une année sur l'autre, les cours s'améliorent. Et donc, ça fait 4-5 ans que ça fonctionne comme ça et ça donne apparemment de bons résultats parce que je dirais, les évaluations des étudiants sont meilleures d'année en année. Est-ce qu'il reste une question? Parce que je crois que Aurélie avait une contrainte, donc on fait le tour des questions et puis... Éventuellement très rapide, bon, en souriant, mais en fait c'est une vraie question sérieuse. Est-ce que le mot décroissance est évoqué pendant la formation, que ce soit de la part des enseignants ou des étudiants? Bon, j'imagine plutôt. Mais... Vous répondez et nous, on donne notre avis, parce que je pense que ça peut être vu différemment de la part des étudiants et de la nôtre. Faut que tu remettes ton micro, Louis, si tu veux parler. Ouais. Non, le mot décroissance est interdit pour la formation. Non, je rigole, c'est faux. Bien sûr, on a pu parler de décroissance durant la formation et de plein d'autres concepts à la limite, on va dire, entre guillemets, mais non, le débat ou la question, on peut se poser dans tout le spectre des possibles. Il n'y a aucune limitation là-dessus. Je peux juste peut-être ajouter, j'ai pas pris la parole tout à l'heure sur l'horizontalité. Je ne sais pas si c'était sorti auparavant, mais je ne suis pas arrivé en avance. Sur l'horizontalité, je pense que c'est aussi dur pour les étudiants que pour les enseignants. C'est-à-dire que il y en a sûrement autant à apprendre d'un côté que de l'autre et que c'est pas facile du tout. Qui plus est, quand on a quelques années ou dizaines d'années de carrière derrière soi, en verticalité, passer à l'horizontale, c'est pas facile. Mais je pense qu'on avait tous conscience, en tout cas durant le semestre, que c'était la première année déjà et que c'est tellement une manière différente de construire des connaissances et d'ouverture qu'on sait qu'il y a du raté, qu'il y a de l'approximatif, donc on construit tout ça ensemble. Là où on en attendait plus et où ça n'a pas pu se faire, je pense parce qu'il y a un manque de temps et qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, c'est que cette co-construction elle se fasse davantage au cours de l'année. Donc là, en effet, on a pris l'initiative à la fin de l'année de produire quelque chose pour les années d'après. Mais ouais, on aurait aimé que dès le départ, en fait, il y ait une espèce de réflexivité sur ce qu'on est en train de faire, quoi. Là, ça n'a pas été le cas, mais pour des contraintes, il y a plein de contraintes. Mais voilà, je pense que dans les années à venir, ce sera intéressant, en effet, déjà de sanctuariser le temps avec Aurélie, parce qu'il y a plein de choses qui ressortent. Et bon, il n'est peut-être pas hyper bien placé, parce qu'on avait généralement un tiers de la promo qui était là, comme il y avait un cours qu'avant pour un tiers de la promo. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont participé ont trouvé de la valeur ajoutée à ça, et je pense que c'est ressorti dans les enquêtes en plus
Voilà. Merci. Moi, je veux bien compléter le point de vue enseignant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sur la décroissance, l'idée, c'était vraiment de proposer le semestre comme, enfin, pour nous, il ne faut pas que ça tombe ni dans le côté effondrement, ni dans le côté techno-réponse, techno-scientiste systématique. Et l'idée, c'était d'explorer tous les champs des possibles entre les deux, donc d'avoir vraiment des approches diverses. J'espère qu'on a réussi à faire ça. La réponse de Louis, elle dit qu'en tout cas, il n'y avait pas d'interdit. Le choix des enseignants sur des thématiques, il y a eu des redondances, mais volontaires, avec des visions très différentes. On a des enseignants qui sont opposés dans leur manière d'approcher les choses et c'était volontaire. Donc, on espérait que ça puisse discuter autour de ces questions-là, en tout cas. Peut-être un point qu'on pourrait éventuellement améliorer, c'est accompagner les enseignants dans la clarification de leur posture. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident de commencer par dire voilà, je vais vous présenter les choses de ce point de vue-là, je vais essayer d'être le plus neutre et le plus objectif possible, mais en fait, je suis une personne humaine qui forcément a ses convictions et donc voilà d'où je parle. Et clarifier le d'où je parle, c'est pas quelque chose de complètement évident. Donc là aussi, on pourrait accompagner les enseignants que ça soit plus clair, que leur message soit plus clair. J'ai d'ailleurs le souvenir en classe, pour compléter ce sujet-là, qu'il y ait des étudiants qui prennent l'initiative de poser la question sur les points de vue, sur les postures, sur quel poste, sur quels intérêts. Enfin, en tout cas, c'est des questions qui ont été posées et, pour remettre en contexte. Après, si je peux conclure sur un point plus négatif, sur les difficultés, on a assez peu parlé. Je reviens, je suis d'accord avec Louis sur la difficulté pour un enseignant de changer de posture. Et moi, j'ai été confrontée, j'aurais souhaité une horizontalité plus forte encore. J'ai été confrontée à la difficulté on a peu, mais quelques étudiants qui ont moins joué le jeu que d'autres et qui se retrouvent en difficulté à la fin, et où le corps enseignant a du mal à valider le semestre. On se retrouve dans un rôle qui ne peut pas être horizontal, parce que si on posait la question en horizontal, ça ne serait pas comme ça. Et je trouve que changer de casquette à ce moment-là, pour moi, a été vraiment difficile. Donc, il y a plein de choses à inventer sur les garde-fous à mettre et sur comment construire ça pour qu'on ne se retrouve pas dans cette problématique à un moment, quoi. Ça fait à peu près 1h15 pour ce webinaire, c'est le temps un peu classique. Louis, je te donne la parole. Est-ce que je peux apporter, juste pour revenir sur l'horizontalité, je crois que l'enjeu, il n'est pas uniquement d'apprendre de manière différente, voilà, pour contrer les lacunes de la verticalité et de l'enseignement. Je trouve que ça apporte aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la légitimité que ça nous permet de construire en tant qu'étudiants et futurs ingénieurs. C'est-à-dire que, moi, en tout cas, ça m'a permis d'améliorer mon rapport à des personnes qui sont généralement plus âgées en tant qu'enseignants. Et en fait, on se retrouve dans la même posture au travail. Et du coup, moi, ça m'a construit une légitimité par rapport aux personnes qui sont mes supérieurs hiérarchiques au travail, quoi. Je me sens moins en infériorité ou tout aussi compétent ou capable d'argumenter avec quelqu'un qui a une supposée position supérieure, quoi. Plutôt encourageant. Est-ce qu'il reste une question ou une remarque? Sinon, nous allons peut-être conclure ce webinaire en remerciant les intervenants, tant enseignants qu'accompagnateurs, conseillers pédagogiques ou étudiants. C'était vraiment très, très riche. Merci à vous pour l'organisation, parce que sans riposte pédagogique, ça n'aurait pas été possible. Donc, merci. Merci à tous. Donc, merci à tous. Et puis, merci Aurélie. Un rendez-vous prochain, je pense, autour des questions de transition, de sciences ouvertes, et puis peut-être aussi de ces questions d'horizontalité, si vous le voulez bien. Donc, n'hésitez pas, je dirais, le petit groupe de coordination co-animé avec Jean-Marie est complètement ouvert. On fait selon les envies des uns et des autres. On trouve toujours des intervenants très, très intéressants. Et donc, rendez-vous à bientôt.